À l'instar des volets politiques, militaires, l'option diplomatique pour la solution du conflit à l'est du pays fait ses progrès. François Mwamba Chimbi, coordonnateur du mécanisme de suivi, l'a confirmé ce samedi au cours d'une conférence de presse. Le groupe parlementaire de l'opposition vient de lever l'option de ne pas participer aux concertations nationales. Ils l'ont dit cet avant-midi au Palais du Peuple. Rencontre de la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Le TP Mazembe rencontre Club Athlétique Bizek de la Tunisie. Antenne A, le journal, Alain Kiukambambi. Bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Nous commençons avec cette dépêche qui nous parvient des sources officielles. Eh bien, la circulation a été interrompue cet après-midi entre Goma et Rutshuru par des éléments du M23 pour dissimuler les infiltrations massives des troupes rwandaises entre Bunagana et Kibumba. Il faut dire que ce mouvement de troupes rwandaises n'a pas commencé aujourd'hui seulement. Même le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier l'appui qu'apporte le Rwanda au M23. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Justement, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a été aujourd'hui face à la presse. François Mwamba Chimbi a notamment déclaré que la République démocratique du Congo demeure respectueuse de ses engagements souscrits dans l'accord cadre signé le 28 février 2013 dans la capitale éthiopienne. Reportage John Gomboa, Précieux Mangonzo et Africa Mujinga. Coordonnateur du mécanisme national des suivis, François Mwamba est catégorique. La RDC respecte ses engagements face à l'accord cadre d'Addis Abeba. Des choses qu'on nous a demandé de faire ou qu'on nous a rappelé surtout de faire dès lors que, à la lecture de ces engagements, on voit bien qu'il n'y a rien en réalité qui est importé de l'extérieur pour être fait au Congo. Il s'agit là en réalité d'un agenda normal, d'un pays normal, mais puisque chez nous certaines choses traînaient à être mises en œuvre, il nous a donc été rappelé ces choses et nous les avons signées. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans l'éventualité d'une autre rencontre à Kampala, la délégation gouvernementale dont fait partie le coordonnateur du MNS et SRN. Il faut retourner à Kampala. Ça voudrait dire peut-être maintenant qu'il y a une troisième mouture, quelque chose que ceux qui nous demandent de retourner à Kampala espèrent que ça sera la formule magique qui va résoudre le problème. Je ne sais pas. En ce qui nous concerne, nous aurions aimé effectivement de poursuivre. S'il y a une troisième mouture, quelque chose peut-être de plus acceptable ou d'acceptable, pourquoi on ne nous transmettrait pas ces documents-là? Ce qui est clair, c'est que s'agissant de défendre notre pays, le mot d'ordre lancé par le président de la République, front militaire, front diplomatique, front politique, que personne n'aille espérer nous distraire. Exceptionnellement et sur demande du coordonnateur du MNS, les journalistes ont gardé une minute de silence à la mémoire des Congolais violentés dans l'est du pays. Toujours au cours de cette rencontre, François Mwamba est revenu sur la nouvelle approche diplomatique, celle qui consiste à faire pression sur l'Ouganda pour proposer une nouvelle méthode de sortie de crise. Il est au micro de John Gomboa et Précieux Manganzoy, encore une fois. Sur le front diplomatique, si pour montrer notre bonne foi, il faille qu'on nous voie à Kampala, ce n'est pas un problème. Je répète, ce qui est important pour nous, c'est de savoir quelle est la nouvelle proposition. Nous étions à New York il n'y a pas longtemps. Il y a des délégations importantes. Les envoyés spéciaux qui arrivent dans notre pays. Une idée a germé du genre, puisque l'Ouganda a du mal à trouver la formule magique, n'y aurait-il pas moyen que ces très hauts responsables puissent concourir à aider l'Ouganda à faire une proposition qui tienne la route, quelque chose qui soit acceptable notamment par la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est ça? L'essentiel pour nous, vous l'avez compris, c'est le contenu.
Justement, en parlant de l'option politique énoncée par le chef de l'État, il y a les concertations nationales. Eh bien, sachez que dans une déclaration faite cet avant-midi au Palais du Peuple, quelques groupes parlementaires et partis politiques de l'opposition ont exprimé leur décision de ne pas participer à ce forum pour ne pas donner, soi-disant, de prétexte à la modification de la Constitution. La déclaration a été lue par Sami Balibanga du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Nous rappelons que la cohésion nationale n'est pas possible sans décrispation politique ni inclusivité. D'autre part, en ce qui concerne la crise sécuritaire qui sévit à l'est du Congo, ces concertations nationales sont clairement engagées dans une voie qui ne pourra nullement apporter la paix dans cette partie du pays. En effet, au-delà des interférences extérieures, il faut rappeler que la question sécuritaire qui se pose dans notre pays touche tous les groupes armés, qui foisonnent sur le territoire national au point de poser finalement le problème de la réforme de l'armée, de l'organisation et du fonctionnement des services de sécurité, tant civils que militaires. Thème qui ne figure pas du reste dans les thématiques retenues. Or, il s'avère que tous les groupes armés ne sont pas invités. Par ailleurs, les signataires de la présente rejettent pour prétexte d'utiliser les concertations nationales pour modifier la Constitution de la République et dénoncent la volonté de mettre en place un gouvernement d'union nationale ou de transition contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution en vigueur. Sur base de tous ces éléments, les groupes parlementaires et partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale levons l'option de ne pas participer aux concertations nationales telles que convoquées et organisées à ce jour. Voilà, si pour les uns, les concertations nationales ne vont aboutir à aucun résultat positif, d'autres par contre estiment qu'il faut garder espoir. C'est le cas du président général de l'ASOD, comprenait Alliance africaine de sociodémocrates, Jean-Félix Tchabo, a aussi donné un éclairage sur un probable gouvernement d'union nationale issu de ce forum et sur les émoluments de participants. Ces propos ont été recueillis par José Moussangana et Blaise Lunda. Au-delà du scepticisme de certains politiciens sur la réussite des concertations nationales, le président général de l'Alliance africaine des sociodémocrates estime qu'il faudrait toujours garder l'espoir. En tant qu'EFAC, lorsque nous avons organisé le conclave de l'opposition à l'IMET, nous avons critiqué cette ordonnance. Mais fort heureusement, le chef de l'État et sa famille ont fait quelques avancées, et notamment en acceptant le comité préparatoire que eux appellent le groupe de contact, en acceptant la facilitation que eux appellent l'accompagnement, mais aussi en acceptant le mode de décision consensuel. Voilà pourquoi nous avons délégué 3 représentants dans ce groupe de contact. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'espoir. Qu'en est-il alors du gouvernement d'union nationale qui pourrait être issu de ces forums? Oui, je crois que le sage de l'opposition, le patriarche Kengwa Dondo, qui est le président du Sénat, je pense qu'il a été mal compris. Mais fort de son expérience, je crois qu'il a plutôt voulu dire qu'à l'issue de grandes rencontres, il y a toujours ce qu'on appelle la formation d'un gouvernement in fine. Que dire alors des émoluments de participants dont la somme évaluée à plus ou moins $500 par jour est jugée faramineuse au regard de la misère du peuple? C'est au stade actuel de la spéculation. Parce que officiellement, personnellement, je n'ai vraiment pas appris cela. Officiellement, moi, je n'ai vraiment pas entendu parler de ces chiffres. Je sais qu'il y a tout naturellement un budget alloué à l'organisation de ce forum, c'est tout à fait normal. Il y aura un budget alloué à la restauration, au logement, au transport et autres. Passons à autre chose à présent. L'annonce a été faite vendredi 30 août 2013
par le bureau exécutif national du syndicat national des médecins à son siège de Kasavubu. La grève des médecins débute ce lundi, mais comment se passera-t-elle? Le secrétaire général du Sinamed, Mankoy Badjoki, en a présenté les modalités. Reportage Jean-Louis Miassekama et Mathieu Ngalipovi. Salle comble, blouse blanche de rigueur pour l'assistance, le bureau exécutif national du Sinamed trône comme un tribunal au verdict implacable. Du lundi 2 septembre 2013 au mercredi 4 septembre 2013, le médecin observera un service minimum. À partir de jeudi 5 septembre 2013, nous allons procéder à la polarisation des urgences. Quelles sont les modalités de la grève des médecins? Le service minimum consiste en la prise en charge des urgences et de malades hospitalisés. Seul le médecin directeur, le médecin chef de staff, le médecin chef de département et le médecin chef de service sont autorisés à prester. À partir de jeudi 5 septembre 2013, nous allons procéder à la polarisation des urgences. Les urgences seront prises en charge dans les seuls hôpitaux et centres de santé désignés à cet effet. Il est à noter que les banques du sang restent opérationnelles pendant toute la période de la grève. Le malade hospitalisé reste au bon soin de médecin directeur, de médecin chef de staff, de médecin chef de département et de médecin chef de service. Les ateliers, les séminaires et les conférences à caractère médical seront suspendus pendant toute la durée de la grève. Le Nord Kivu n'est pas concerné. Compte tenu de la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, et en compassion avec nos frères et sœurs victimes d'une guerre injuste, les médecins de cette province sont invités à poursuivre leurs prestations normalement. Tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir, pourrait-on dire. Mais d'ici le 2 septembre 2013, le temps se fait court. La rentrée scolaire pointe déjà à l'horizon et les professionnels de la Craie Blanche la veulent réussir, porteuse d'un enseignement de qualité. Les enseignants du primaire, secondaire et professionnels regroupés dans une même synergie ont échangé ce samedi 31 août avec la presse autour de certains points négatifs enregistrés au cours de l'année dernière. La rencontre a eu lieu au siège du Sénécat dans la commune de Kalamou. Sylvain Kapombo et Patrick Borel-Moukendi. Reportage. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC, composée des Synécat, CCT et SINEP, s'est dit préoccupée de ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion du système éducatif congolais. C'est ce qui justifie leur action syndicale posée ce samedi, consistant à signer une pétition pour exprimer leur désapprobation à l'endroit de la gouvernance de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Conscient de leur mission noble de former la jeunesse pour la relève du pays et faisant allusion à la corruption généralisée aux différentes étapes de l'examen d'État et du TENAFEP, cette plateforme syndicale de la RDC a formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement. Nous, signataires de la présente pétition, exigeons 1. Un nouveau barème salarial pour l'exercice 2014 avant le 30 décembre 2013 pour la concrétisation de la gratuité de l'enseignement devant s'étendre dans toutes les provinces. 2. La levée de la discrimination qui pèse sur les enseignants NP et NU et leur paiement illico presto dans le budget 2014. 3. La révision des fonds en comble du système d'organisation et de gestion de l'examen d'État et du TENAFEP en responsabilisant conformément à la loi l'inspection générale de l'EPSP. Ces enseignants s'insurgent également contre les doubles financements de l'État et du TENAFEP, la non-allocation des frais de fonctionnement aux écoles, l'omission de nombreux enseignants sur les listings de paye dues à la bancarisation, la commercialisation dans les écoles des uniformes et fournitures scolaires, ainsi que la spoliation des sites scolaires.
La route qui va du centre-ville à l'aéroport international de Njili est un vrai parcours de combattants, une suite des chantiers et surtout des ponts à construire tout le long de cette artère. Le Premier ministre a voulu s'enquérir de l'évolution des travaux ce vendredi 30 août 2013. Reportage signé Jean-Louis Miasekama. Comment effectuer en peu de temps son trajet entre le centre-ville et l'aéroport? La réponse est donnée par le Premier ministre. La route entre l'aéroport d'Njili et la ville regorge plusieurs petits ponts qui font l'objet des travaux et qui engorgent la voie. Mais nous avons été rassurés par rapport au chronogramme que d'ici fin octobre, en principe, tous les ponts seront finis. Toutes les voies seront donc goudronnées, 4 bandes x-D, donc toutes les 8 voies à partir de l'aéroport. D'ici la fin de l'année, la circulation sera complètement fluide. De l'IM à l'IMK, des cendres et des décombres de l'Institut médical ont surgi l'Institut d'enseignement médical de Kinshasa. Il attend son inauguration car tout est neuf et tout est prêt. L'IMK n'attend plus que les enseignants et ses étudiants. De son côté, le ministre des Transports, Justin Kalumba, a lancé mardi 27 août dans la ville de Bandundu le balisage de la rivière Kasaï, témoin privilégié de cette opération sur l'un des plus importants affluents du fleuve Congo, le gouverneur de province Jean Kamisendou. Un reportage de Africa Mujinga. Le lancement de l'opération de balisage de 3 passes rocheuses successives, dont celle de Kandolo sur la rivière Kasaï et les 2 autres de Dima et Chimbirne, augure une nouvelle ère de navigabilité dans le bassin du fleuve Congo. Le ministre des Transports et Voies des Communications. Et bien entendu, avec des corrections tout à fait appropriées sur ce qui a été fait. Et là où il y a eu des faiblesses, on doit les corriger, améliorer nos prestations pour que finalement, au niveau de la sécurité de la navigation, nous soyons dans la performance. Et ici, la particularité, c'est que nous sommes sur une passe extrêmement rocheuse et qui a occasionné beaucoup d'accidents par le passé. Et donc aujourd'hui, il est important que cette partie soit couverte par des balises qui soient posées de manière aussi pertinente pour que finalement ceux qui vont naviguer gagnent en temps et en sécurité. Intéressé au plus haut point par ces travaux, le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou, a mis l'accent sur les retombées économiques dans sa province. Le temps gagné, il y a un impact économique aussi. Cette rivière est d'une très très grande importance. Je voudrais également rassurer Monsieur le ministre, de notre engagement à assurer la protection, à nous engager complètement et entièrement pour que les balisages qui sont placés sur cette rivière, la rivière Kasaï, soient protégés afin qu'ils servent aux gens, aux bateaux et à tous les navires. Cette opération est financée par l'Union européenne dans son projet d'appui à la navigabilité. Elle est cyclique et s'effectue en période de basses eaux. Quand la religion rime avec les affaires, eh bien, comment réussir en affaires avec Dieu et entrer dans sa destinée, c'est le thème retenu cette année pour la 2e édition de la conférence à l'école internationale de la royauté qu'organise l'association chrétienne à la table de Grand. L'ouverture a eu lieu vendredi 30 août au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Anne-Marie Ossiti et Mathieu Ngalipovi étaient là pour le compte d'Antena. Dans son discours, l'orateur de la soirée, le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire, a axé sa prêche en se basant sur les textes bibliques dans 2 Rois, chapitre 4 au verset 1er jusqu'au verset 7, sur le principe de l'identification et la puissance de l'évaluation dans les domaines de la royauté. L'idée de manifester le ainsi fait l'Éternel. C'est-à-dire qu'on regarde à ta vie et on a envie de venir à l'église. Je vous demande, les gens te côtoient et te disent, mais qui est ton Dieu? Tu pries où? Qui est ton pasteur? Parce que ta vie devient un défi pour eux. Vous savez,
Et pendant longtemps, on a poussé les gens hors de nos églises à cause du scandale de médiocrité que nous avons de l'homme qui a été conçu par Dieu. Il a été conçu comme un entrepreneur, comme un businessman. Parce que c'est un businessman qu'on dit, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis et domine. Pourquoi? C'est la conséquence de la croissance de ses activités qui commence par l'évaluation, l'identification, la mise en valeur d'un potentiel initial qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend? Est-ce que ça va? Donc, les affaires, tu peux y entrer. Mais quand on est dans une zone de confort, comme un salarié d'une entreprise, on peut se dire, bon, j'ai $3 000 par mois, ça me suffit. Quant à l'apôtre Jonathan Mongali, il a exhorté le peuple de Dieu à saisir le temps de la destinée. Pour rappel, cette conférence a connu la présence de plusieurs personnalités du monde politique et religieux et s'achèvera le 1er septembre. Voilà quelques nouvelles sportives avant de boucler ce journal. Les Corbeaux du TP Mazembe reçoivent le club athlétique Sainté de la Tunisie ce dimanche 1er septembre au stade TP Mazembe de Lumbashi en match retour de la Coupe de la Confédération. Patrick Borel-Mukendi nous présente les chances de ces deux équipes. Match retour crucial et hyper important mettra aux prises les Corbeaux des TP Mazembe de la RDC et les clubs athlétiques Bizertin de la Tunisie. Après une prestation non flamboyante à Tunis et l'arrivée tardive de quelques cadres de l'équipe qui jouaient en amical avec leur équipe nationale respective, Mazembe a bu du noir au stade Bizerte. Mais les hommes du chairman Moïse Katumbi pouvaient ramener un point à la maison, n'eût été la bourre de l'expérimenté gardien Robert Kidiaba qui a capté et relâché, enfin poussé les ballons dans ses propres cages. Requinqués par la courte victoire à la maison, les Tunisiens viendront à Lubumbashi avec l'idée d'endormir ou de jouer au chrono, afin de ramener ne fût-ce qu'un match nul qui leur permettra de consolider leur place des leaders au classement partiel. Mazembe, qui est une habituée de la compétition, accueillera à froid les Tunisiens vu qu'il évoluera dans un stade acquis forcément à sa cause. L'entraîneur de Badiangouena Baseka, Patrice Carteron, qui s'est assigné 2 missions cette année, à savoir remporter la Ligue nationale de football de l'RDC, chose réalisée, et la Coupe de la Confédération qui est en cours. Regardons sa position, les Congolais n'ont pas droit à l'erreur. La victoire, rien que la victoire, pour ces dimanches. À l'issue de la phase aller, c'est à Bizertin de la Tunisie, caracole en tête du classement avec 5 points. Mazembe de la RDC et les Fus de Rabat du Maroc sont en ex-aequo avec 4 points. Et l'entente sportive des Sétifs de l'Algérie ferme la marche avec un petit crédit. Pour la 4e journée, c'est Bizertin s'en vient à Lubumbashi pour défier Mazembe. Et Sétifs recevra Fus. Début septembre 2013, la RDC participera au 7e jeu de la francophonie dans plusieurs disciplines sportives. La présentation des athlètes congolais qui porteront les couleurs nationales lors de ces jeux, dans ce reportage de James Katambwa. Je disais que depuis septembre 2013, la RDC participera au 7e jeu de la francophonie et c'est dans plusieurs disciplines sportives. La présentation des athlètes congolais qui porteront le couleur nationale dans ce reportage de James Katambwa. Apparemment, nous avons quelques petits soucis du côté de la technique. Je disais en début du journal, selon des sources officielles, la route entre Goma et Rutshuru a été barrée par des éléments du M23 pour dissimuler les infiltrations massives des troupes rwandaises entre Bunagana et Kibumba. Il faut dire que ce mouvement de troupes rwandaises n'a pas débuté aujourd'hui seulement. Même le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier l'appui qu'apporte le Rwanda au M23. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Je disais tantôt, début septembre 2013, la RDC va participer au 7e jeu de la francophonie dans plusieurs disciplines sportives. La présentation des athlètes congolais dans ce reportage de James Katambwa. La RDC sera bel et bien présente au 7e jeu de la francophonie à Nice du 7 au 15 septembre 2013. À quelques jours de ce rendez-vous, les ambassadeurs de la RDC ont posé leur quartier général dans un hôtel tranquille de la capitale. Jean-Paul Mantanga est le champion congolais du saut en hauteur. Il est également champion de l'Afrique centrale. Il ne sera pas à ses premiers jeux. J'ai eu la chance de participer à plusieurs compétitions internationales. Et ça, pour moi, le jeu de la francophonie, ça me sera la 2e fois de participer à de telles manifestations.
J'ai participé au 5e jeu de la francophonie à Nice et au Niger, à Niamey, en 2005. J'ai connu déjà mes concurrents. Espérons que pour ces 7e jeux de la francophonie, il y aura quelque chose de bon. Une commission mixte a été mise sur pied par les ministères de sport pour l'encadrement de ces athlètes et artistes qui représenteront la RDC à ces Jeux. Après la visite du QG de l'équipe congolaise, la commission est satisfaite. Ici, nous sommes venus nous rassurer, nous sommes venus parler avec les responsables techniques des équipes et de nos artistes pour nous rendre compte effectivement que de ce côté-là, du point de vue technique, que la délégation est prête. Vous savez que c'est depuis bientôt 3 mois que nous sommes dans ce programme suivi. Nous sommes maintenant depuis quelques jours dans la phase d'internement, mais bien avant ça, au niveau des fédérations, au niveau des structures qui gèrent ces artistes et athlètes, je crois que nous avions eu des rencontres qui, à moyen terme, nous ont démontré à suffisance que les préparations se passaient bien. La délégation congolaise sera forte de 105 personnes, dont 43 athlètes. Parmi les disciplines sportives qui représenteront la RDC à ces Jeux de Nice, figurent en bonne place les baskets féminins. Les Congolaises sont bien prêtes. Ça se passe très bien. On est ensemble pour un but. Notre but, c'est d'aller gagner. Le match que nous allons gagner, vraiment, ça va nous plaire dans l'ensemble. Mais le but, c'est d'aller gagner le match. Cette compétition sportive, 7 concours culture et 2 concours dits d'activités de développement sont au programme de cette 7e édition qui regroupera 57 pays sur les 77 que compte l'OIF. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est demain. Je vous retrouve à 19h si Dieu le veut. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antena. Bon week-end à toutes et à tous.